Certaines vérités sont si dangereuses qu'elles peuvent coûter la vie à ceux qui les découvrent. Antoine Leclerc était un ingénieur en structure respecté de 45 ans, diplômé de l'école polytechnique, avec 20 années d'expérience dans la construction de grands ensembles. Sa réputation d'intégrité et de compétences techniques lui avait valu la confiance des plus importantes entreprises de construction de la Côte d'Azur. En octobre 2019, Antoine fut mandaté pour effectuer l'expertise structurelle finale du complexe résidentiel Les Jardins d'Azur, un ambitieux projet de 8 tours de 20 étages destinés à loger plus de 2000 personnes à Nice. Ce qui devait être une mission de routine se transforma en cauchemar quand Antoine découvrit des défauts de construction si graves qu'ils menaçaient la vie de centaines de familles. Mais quand il tenta d'alerter les autorités, Antoine réalisa qu'il s'attaquait à une machine bien plus puissante que lui. Voici l'histoire terrifiante de l'homme qui en savait trop et qui paya le prix ultime pour avoir voulu protéger des vies innocentes. Chapitre 1. Antoine Leclerc avait construit sa carrière sur des principes inébranlables, rigueur technique, honnêteté professionnelle et respect absolu des normes de sécurité. Fils d'un ouvrier métallurgiste de Saint-Étienne, il avait gravi tous les échelons par mérite depuis son BTS jusqu'à Polytechnique où il obtint son diplôme d'ingénieur avec les félicitations du jury. Installé à Nice depuis 2010, il dirigeait son propre cabinet d'expertise, Leclerc Ingénierie, et jouissait d'une réputation irréprochable dans le milieu de la construction azuréenne. Marié à Claire, pharmacienne, père de 2 adolescents, Thomas et Emma, Antoine menait une existence paisible dans sa villa des collines niçoises. Passionné par son métier, il considérait chaque expertise comme une mission de protection du public. Un ingénieur qui ferme les yeux sur un défaut technique devient complice d'un crime potentiel, répétait-il souvent à ses collaborateurs. Le 15 octobre 2019, Antoine reçut un appel de la société BTP Méditerranée, l'un des plus gros constructeurs de la région. Monsieur Laurent Moreau, directeur technique, lui confiait l'expertise finale du complexe Les Jardins d'Azur, prestigieux programme immobilier de 8 tours résidentielles en cours d'achèvement dans le quartier de l'Ariane. Le projet, d'une valeur de 200 millions d'euros, était présenté comme le symbole de la modernisation de Nice et devait accueillir ses premiers résidents en janvier 2020. Antoine connaissait bien ce projet qui faisait la une des journaux locaux depuis 3 ans. Les tours, hautes de 20 étages chacune, proposaient des appartements de standing avec vue sur la Méditerranée. Le maire de Nice, Christian Estrosi, en avait fait l'un des symboles de son mandat, promettant de loger dignement les classes moyennes niçoises dans un cadre exceptionnel. Plus de 1500 familles avaient déjà signé des contrats d'achat sur plan. L'expertise d'Antoine était la dernière étape avant la délivrance du certificat de conformité qui permettrait aux premiers habitants d'emménager. Une mission de routine pour cet expert chevronné qui avait validé des dizaines de projets similaires au cours de sa carrière. Chapitre 2. Le 20 octobre 2019, Antoine commença son inspection détaillée du complexe Les Jardins d'Azur. Accompagné de ses 2 assistants, il entreprit un examen méthodique de chaque tour, depuis les fondations jusqu'aux structures de toiture. La première journée se déroula normalement, les constructions semblant respecter les plans et les normes en vigueur. Mais le 2e jour, en inspectant la tour B, Antoine découvrit quelque chose d'inquiétant. Dans le sous-sol, les poteaux porteurs présentaient des fissures anormales pour un bâtiment si récent. Intrigué, il demanda à examiner les plans de ferraillage et les rapports d'essai du béton. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Les quantités d'acier utilisées étaient inférieures de 30% aux spécifications des plans, et la qualité du béton ne correspondait pas aux normes requises pour un bâtiment de cette hauteur. Antoine poursuivit ses investigations avec une inquiétude croissante. Dans la tour C, il découvrit que les joints de dilatation étaient mal réalisés, créant des contraintes dangereuses sur la structure. Dans la tour F, les fondations présentaient des défauts d'étanchéité qui pouvaient provoquer une corrosion accélérée des armatures métalliques.
Mais le plus alarmant était la tour A. Les calculs de résistance au vent violent étaient manifestement erronés, et la structure ne pourrait pas résister à un Mistral exceptionnel. En 20 années de carrière, Antoine n'avait jamais vu une accumulation de défauts aussi grave sur un seul chantier. Chaque défaut pris isolément était déjà préoccupant, mais leur combinaison créait un danger mortel. Selon ses calculs, les tours pouvaient s'effondrer en cas de vent violent, de secousses sismiques même modérées, ou simplement sous l'effet du vieillissement accéléré des matériaux défaillants. Que pensez-vous de la découverte d'Antoine? Auriez-vous continué l'expertise ou alerté immédiatement? Comment réagiriez-vous face à de tels défauts dans un bâtiment destiné à des familles? Antoine passa une nuit blanche à vérifier ses calculs, espérant s'être trompé. Mais les chiffres étaient implacables. Les 8 tours des Jardins d'Azur constituaient un piège mortel pour leurs futurs habitants. En cas d'effondrement, le bilan pourrait atteindre plusieurs centaines de morts. Comment un projet si médiatisé, contrôlé par de multiples organismes, avait-il pu présenter de tels défauts? Le 23 octobre, Antoine rédigea un rapport préliminaire accablant. Il y détaillait chaque défaut découvert et concluait à l'impossibilité absolue de délivrer un certificat de conformité. Plus grave encore, il recommandait l'évacuation immédiate du chantier et une expertise approfondie de toutes les structures avant toute décision concernant l'avenir du projet. Chapitre 3. Le 24 octobre au matin, Antoine contacta Laurent Moreau pour lui faire part de ses découvertes. La réaction fut immédiate et violente. Moreau nia catégoriquement l'existence de défauts, accusant Antoine d'incompétence et de recherche du sensationnalisme. Il exigea qu'Antoine révise ses conclusions et menace de poursuites judiciaires en cas de diffamation. Mais Antoine ne se laissa pas intimider. Le même jour, il adressa son rapport préliminaire à la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, service chargé du contrôle de la construction. Il envoya également copie au maire de Nice et au préfet, soulignant l'urgence de la situation et la nécessité d'une intervention immédiate. La réaction ne se fit pas attendre. Le 26 octobre, Antoine reçut un appel de M. Jean-Claude Fabiani, directeur de la DDTM. Fabiani lui expliqua que ces accusations étaient excessives et que le projet avait fait l'objet de contrôles rigoureux par des organismes compétents. Il suggéra fortement à Antoine de reconsidérer ses conclusions et de tenir compte de l'importance économique et sociale du projet pour la ville de Nice. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'ici. Votre fidélité nous touche énormément et nous vous promettons que la suite de cette histoire glaçante va vous révéler des vérités encore plus terrifiantes. Le pire de cette corruption est encore à venir. Troublé par cette réaction, Antoine contacta directement le cabinet du maire. Il fut reçu le 28 octobre par M. Patrick Allemand, adjoint à l'urbanisme, qui l'écouta poliment mais lui fit comprendre que remettre en cause un projet de cette envergure nécessitait des preuves absolument irréfutables. Allemand insinua qu'Antoine pourrait voir sa réputation professionnelle souffrir s'il persistait dans ses allégations infondées. Face à ces résistances, Antoine décida de s'adresser directement à la presse. Le 30 octobre, il contacta la rédaction de Nice Matin et proposa un entretien sur les défauts qu'il avait découverts. Mais le journaliste, Marc Bonnefoy, lui apprit qu'il avait déjà été contacté par la mairie et BTP Méditerranée qui contestaient formellement les accusations d'Antoine et menaçaient le journal de poursuite en cas de publication d'informations mensongères et diffamatoires. Antoine réalisa qu'il était seul face à un système qui refusait d'entendre la vérité. Mais sa conscience professionnelle ne lui permettait pas d'abandonner. Il décida de constituer un dossier technique irréfutable et de saisir directement la justice. Chapitre 4. Début novembre 2019, Antoine entreprit de rassembler toutes les preuves nécessaires pour étayer ses accusations. Il retourna discrètement sur le chantier pour effectuer des prélèvements de béton et des mesures complémentaires. Mais il découvrit que l'accès lui était désormais interdit sur ordre de BTP Méditerranée.
qui invoquait des raisons de sécurité. C'est alors qu'Antoine reçut une visite inattendue. Éric Dubois, un ancien collègue devenu cadre dans une entreprise concurrente, vint le voir à son bureau. Dubois lui révéla des informations qui éclairaient enfin la situation sous un jour terrifiant. Le projet Les Jardins d'Azur était le fruit d'un système de corruption organisé impliquant plusieurs acteurs clés de la construction niçoise. Selon Dubois, Laurent Moreau touchait des commissions substantielles pour accepter des matériaux de qualité inférieure fournis par des entreprises complices. Jean-Claude Fabiani, le directeur de la DDTM, était lui-même actionnaire occulte de BTP Méditerranée par l'intermédiaire de sociétés écrans. Quant à Patrick Allemand, l'adjoint au maire, il avait reçu plusieurs centaines de milliers d'euros en échange de sa bienveillance administrative. Le système était parfaitement huilé. Les entreprises économisaient des millions en utilisant des matériaux de qualité inférieure, les fonctionnaires fermaient les yeux contre rémunération et les politiques touchaient leur part en échange de leur soutien. Antoine comprenait maintenant pourquoi ces alertes étaient ignorées. Révéler les défauts des Jardins d'Azur, c'était risquer de faire s'écrouler tout un réseau de corruption. Dubois lui expliqua aussi pourquoi il acceptait de témoigner. Il avait lui-même refusé de participer à ce système et avait été écarté de plusieurs marchés publics en représailles. Mais il était prêt à témoigner contre ses anciens complices s'il était protégé juridiquement. Le 8 novembre, Antoine déposa plainte auprès du procureur de la République de Nice pour mise en danger de la vie d'autrui et corruption. Il transmit l'intégralité de son dossier technique accompagné du témoignage d'Éric Dubois et demanda l'ouverture d'une enquête judiciaire en urgence. Mais Antoine sous-estimait la puissance du réseau qu'il défiait. Le 12 novembre, il fut convoqué par la police judiciaire, non pas comme plaignant, mais comme suspect, dans une affaire de chantage et tentative d'extorsion. BTP Méditerranée l'accusait d'avoir réclamé 500 000 € pour modifier ses conclusions techniques et valider le projet. Chapitre 5. L'accusation portée contre Antoine était diaboliquement habile. Selon BTP Méditerranée, l'ingénieur avait d'abord rendu un rapport négatif fantaisiste, puis avait contacté Laurent Moreau pour lui proposer de modifier ses conclusions contre un paiement de 500 000 €. La société prétendait posséder un enregistrement téléphonique de cette proposition de chantage. Antoine nia catégoriquement ces accusations, mais l'enquête préliminaire révéla des éléments troublants. Son compte bancaire montrait des difficultés financières récentes liées à un investissement immobilier malheureux. De plus, un virement suspect de 50 000 € était apparu sur son compte le 5 novembre, soit 3 jours avant sa plainte pour corruption. En réalité, ce virement provenait d'un client satisfait qui réglait une expertise terminée en septembre, mais la coïncidence troubla les enquêteurs. L'enregistrement téléphonique présenté par BTP Méditerranée semblait authentique, même si Antoine affirmait ne jamais avoir tenu de tels propos. Le 20 novembre, Antoine fut mis en examen pour chantage et placé sous contrôle judiciaire. L'interdiction de quitter le département et de contacter les témoins de l'affaire paralysait complètement ses investigations. Pire encore, l'Ordre des ingénieurs ouvrit une procédure disciplinaire qui risquait de lui coûter son droit d'exercer. La presse, qui avait ignoré ces révélations sur les défauts de construction, s'empara avec délectation du scandale du faux expert. Les titres étaient cruels. L'ingénieur qui voulait faire chanter Nice, 50 000 € pour un faux rapport. La réputation d'Antoine s'effondrait jour après jour. Claire, sa femme, subissait les regards et les murmures dans sa pharmacie. Ses enfants étaient harcelés au lycée. La famille Leclerc devenait persona non grata dans une ville où Antoine avait pourtant bâti sa réputation pendant 10 ans. Le 15 décembre 2019, Antoine reçut un coup de téléphone anonyme qui glaça son sang. Une voix déformée lui conseillait de retirer sa plainte et de quitter Nice définitivement, s'il tenait à la sécurité de sa famille. Le lendemain, les pneus de sa voiture furent crevés et la vitrine de la pharmacie de Claire fut brisée pendant la nuit.
Éric Dubois, le témoin clé qui devait soutenir Antoine, revint sur ses déclarations. Il prétendit avoir mal compris la situation et nié toute connaissance d'un système de corruption. Sans son témoignage, Antoine n'avait plus aucune preuve de ces accusations. Le 20 janvier 2020, incapable de supporter la pression et les menaces, Antoine retira sa plainte. Il accepta également de modifier son rapport d'expertise, reconnaissant s'être trompé dans ses calculs et validant finalement la conformité du projet Les Jardins d'Azur. En échange, les charges de chantage furent abandonnées, mais Antoine dut quitter définitivement Nice et renoncer à exercer dans la région. Il s'installa avec sa famille dans une petite ville de Normandie, où il travaille désormais comme simple technicien dans un bureau d'études, loin des grands projets qui avaient fait sa passion. Les Jardins d'Azur furent livrés en mars 2020 et accueillirent leurs premiers habitants. Aujourd'hui, près de 2000 personnes vivent dans ces tours dont Antoine connaît les défauts mortels. Il se réveille chaque nuit en pensant à ses familles qui dorment au-dessus d'un gouffre, ignorant que leur vie ne tient qu'au hasard météorologique et sismique. Antoine Leclerc a payé le prix de sa conscience professionnelle. Il voulait sauver des vies et protéger l'intérêt public, mais il a découvert que certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées. Le système qu'il a défié continue de prospérer, construisant d'autres projets avec les mêmes méthodes, protégés par le silence forcé de ceux qui savent. Conclusion. L'histoire d'Antoine Leclerc révèle la face sombre de l'industrie de la construction et les mécanismes implacables qui protègent les intérêts financiers au détriment de la sécurité publique. Cet ingénieur intègre a découvert que défier un système de corruption organisée peut coûter bien plus qu'une carrière. Cela peut détruire une famille entière et condamner au silence ceux qui voudraient protéger des vies innocentes. Cette affaire soulève des questions terrifiantes sur notre société. Combien de bâtiments cachent-ils des défauts similaires? Combien d'experts préfèrent-ils fermer les yeux plutôt que de subir le sort d'Antoine? Et surtout, combien de familles vivent-elles dans l'ignorance au-dessus de structures défaillantes? Le courage d'Antoine n'a servi à rien face à la puissance d'un réseau qui contrôle tous les rouages du système. Pire encore, son silence forcé garantit que d'autres projets similaires continueront à voir le jour, menaçant des milliers de vies pour le profit de quelques-uns. Que pensez-vous de cette histoire glaçante? Antoine a-t-il eu raison de céder face aux menaces ou aurait-il dû résister jusqu'au bout? Faites-vous confiance au contrôle de sécurité de votre propre logement? Cette affaire vous fait-elle craindre pour votre propre sécurité? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cette histoire nous concerne tous car elle questionne la sécurité de nos propres habitations. Si cette révélation vous a troublé, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres enquêtes sur les secrets cachés de l'industrie française. Cliquez sur la prochaine vidéo recommandée pour une autre histoire choquante sur la corruption et ses victimes.